His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles. Il en va de même de la tendance fort remarquée de certains compatriotes d'en appeler systématiquement à l'étranger pour régler les différentes Congolais. Comme si, dans ce pays, nous n'avions pas collectivement assez de sagesse et de maturité pour le faire nous-mêmes. Ce comportement des uns et des autres est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Et quand bien même une telle crise surviendrait, nous avons dans ce pays une tradition de dialogue qui en permettrait la gestion. Ma main a toujours été et reste tendue. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita, nous sommes les descendants de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu, d'Antoine Gizenga, de Patrice. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Alors nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, conquise de haute lutte
et des libertés démocratiques obtenues parfois au prix de sang, qui répète sans cesse que l'immortel serment de liberté est celui que, de génération en génération, il s'engage à léguer à la postérité. À Ankoro, son village natal, les gens se souviennent encore de Laurent Désiré Kabila et de sa jeunesse mouvementée au sein de la Balobakat pendant la sécession katangaise. Comme en témoignent ces manguiers plantés ici par Laurent Désiré Kabila et son père Désiré Taratibou, à côté de la maison familiale, près de laquelle est érigée aujourd'hui la maison d'un autre Kabila, Joseph Kabila Kabange. Ici à Ankoro, au mois d'août 2005, certains membres de la famille venus en visite familiale ont accepté de lever un pan du voile sur la filiation et la paternité de Mzee Laurent Désiré Kabila. Anakuya kwake, tunafika mle mresidence, ananiitisha dada, anaita batoto, shangazi yenu yeye huyu, dada yangu kibaba njoo huyu, njoo vipi, batoto yake ni batoto yangu, mimi nabajua. Joseph ni mtoto, bote tu ni batoto yangu. Mie niko Jane, niko mtoto wa kwanza wa mzee, niko dadake ya Rais Joseph Kabila. Rais Joseph ni mtoto wa mzee Kabila wa kwanza kubanaume. Kubanamuke ni mie, kubanaume yeye ndio mtoto wa kwanza wa baba. Je m'appelle Étienne Kabila Taratibou, fils aîné biologique du vénéré président de la République démocratique du Congo, feu Laurent Désiré. De même qu'en regardant Joseph, on ne peut pas douter que c'est le fils de Mzee. Lui, la première impression, c'est moi, tu n'es pas le fils de Mzee. S'il veut absolument faire partie de notre famille, moi, je ne refuse personne. Bon, s'il est notre sang, je ne peux pas le refuser, mais il ne l'est pas. Je ne sais pas qui a donné le nom de Kabila à Étienne. Bon, il y a ceci, c'est vrai, il y a des gens dans notre pays, c'est aussi une réalité. Quand les gens vous admirent, ils sont capables de donner nom et prénom à leur enfant. She batoto ya mzee shebo wote tunaungana na mtoto wa mzee wote ukimwone wewe mwenyewe utamjua tu. Ni masini ya kusema huyu ni mtoto wa mzee utamwona tu na kumacho, kumaungu, kumikono, ndio kule tuko na Juliana Shebenye. Wakati baba alikuja kule Tanzania, alianza kutuma banduku yake baraanza kwenda kule marehemu George, papa Jedone. Ndio bakatuletea yake mapicha ya kusema baba anazala watoto bawili. Ndio wakazale Josefu na bajeni na bafamia bote na famia na Masifa. Baba mwenye akanionyesha yake na bobe yenyewe banisha ni famia depuis zamani. Baba kabaonyesha yake ndio dadeni wa kwanza. Par exemple, Rais Joseph, nini naonesha kabisa kama ni mtoto wa Mzee Kabila? Kwa hiyo wakati kama mnaanza kuangalia mzuri, kula anaanza kuenda, eko naenda nikufuata para mzee. Na kumwendo, kusema, na kuangalia na maungu yote inaanza kwa mpaka mzee. Etienne hatumfahamu hapana. Hatumfahamu. Hiyo ni mapolitiki yao na wametaka kuleta tuka vuruko mwi nchi ya Republic Democratic ya Congo. Mimi simjue Etienne. Nasema sikweli simjue. Na kuya kumsikia sasa nikishasa nasema Etienne ni mtoto wa Kabila. Simeshikwa mjua mtoto wa nani Etienne. Wala jina usikulisikia sema Kabila ni kaka na mtoto mwingine Etienne. Tukuisikia hiyo. Haiko hako. Sisi tumtambue Etienne. Tunaelewa Etienne ni mtoto wa Gary Rafael. Ni nani yeye? Gary Rafael ni mtu mfuasi mwingine sawa kuja kwa nani kwa Mzee Kabila kutoka nje wakati alitoka kwa masomo shine, alikuja na wengine wafuasi wake. Wote walikuwa na enea 22. Na ni mule Gary na yeye alikuwa. Gary wakati kabla hajaingia mapinduzi aliendelea kubaki huko na ndiko alizalia ule mtoto wake Etienne. Sio mtoto wa Kabila.
Hao watu wanaosema hivyo wanadanganya wanadamu, wanadanganya Wakongomani. Joseph ni mtoto wa Rais Kabila. Sawa, katika maki na hewa bora hatakuwa hata na Mnyarwanda mmoja. Wakati Joseph alizalika, kanaambia alikuwa bado hajafika hewa bora. Congo Airways a annoncé pour bientôt le début des vols inauguraux de la compagnie aérienne nationale congolaise. Ces vols domestiques desserviront dans un premier temps les grandes villes de la République démocratique du Congo, dont Lubumbashi, Kisangani, Goma ou encore à Kindu. Le transport aérien dans le territoire congolais coûte extrêmement cher, une situation due entre autres à l'absence d'une compagnie aérienne locale. Et après l'arrivée de ces deux avions Airbus, Congo Airways, la nouvelle compagnie nationale, ambitionne de conquérir l'espace aérien congolais. Le point dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. 50 millions de dollars américains, c'est la somme déboursée par le gouvernement congolais pour l'achat de 2 Airbus de type A320 qui lancent les activités de la nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée Congo Airways. Un pas vers le progrès est franchi. Mais le pari est loin d'être gagné dans ces pays de 2 385 000 km² avec ses plus de 50 aéroports et aérodromes. Et selon les instructions du président de la République, chef de l'État, il a instruit le gouvernement de la République pour que d'ici le mois à venir, que la flotte de Congo Airways puisse s'accroître de manière à passer de 2 à 4 ou sinon 6 pour que Congo Airways puisse être capable de satisfaire à la demande. Le coût du transport aérien en République démocratique du Congo a toujours été jugé exorbitant. La présence d'une compagnie nationale aérienne pourra contribuer à l'application de la mesure prise par le gouvernement de réduire de 30% les prix des billets d'avion. Tout ceci a pour effet justement de rendre fluide la circulation aérienne et de réduire le coût. Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation est toute différente et on ne peut plus comprendre que les prix qui étaient appliqués jusque-là puissent perdurer parce que lorsque vous considérez quelqu'un qui est à l'intérieur de la République démocratique du Congo, qui doit aller d'une ville à une autre, il paye un billet plus cher que quelqu'un qui irait en Asie, qui irait en Chine, qui irait à Dubaï. En attendant l'acquisition des autres avions pouvant desservir les destinations étrangères, la compagnie prévoit de desservir pour l'instant les destinations nationales. Les vols inauguraux seront annoncés bientôt, affirment les autorités. La République démocratique du Congo, population 75 millions d'habitants, capitale Kinshasa, est un pays de contraste, d'une grande beauté, la forêt luxuriante, la flore spectaculaire et multicolore. La République démocratique du Congo est incontestablement un pays riche. Et cela, il le doit à son sous-sol, à sa faune et à sa flore. Et peut-être surtout à sa population très active et très accueillante. Le saviez-vous? Encore pratiquement inviolée, la forêt équatoriale est relativement une forêt vierge et occupe près de la moitié du territoire. Le saviez-vous? La République démocratique du Congo possède des lieux et des sites d'une beauté extrême, notamment les chutes de la Lofoé, haute de 165 mètres, dans le parc national du Condé-Lumbu. C'est donc plusieurs visions facettées de la RDC que nous allons vous présenter au cours de cette série intitulée Congo comme jamais vu.
Représentez-vous le Congo actuel. Un Congo qui ose, qui attire, qui surprend, se démarque et excelle désormais dans plusieurs domaines. Découvrez l'un des pays les plus dynamiques en Afrique sur son site officiel. www.rdc-newlook.cd, le nouveau profil de la RDC, disponible sur Android, Play Store et Windows Store. Bienvenue à vous dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, le ministre Raymond Tshibanda de la République démocratique du Congo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci. Merci de nous accueillir. Alors, vous avez des questions, des phrases, des mots, des expressions qui sont cachées sous cette plaquette et vous allez devoir découvrir et lire à voix haute la première, s'il vous plaît. Je vous en prie. Quel état des lieux faites-vous de vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda? Bien. Je pense que pour quiconque connaît l'histoire de nos relations avec ces deux pays voisins, je dirais que elles sont aussi bonnes qu'elles puissent être aujourd'hui. Ce sont des États voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous avons traversé une période difficile pendant laquelle ces États s'étaient, il faut le dire, rendus coupables d'agression contre la République démocratique du Congo. Mais beaucoup d'eau est passée sous les ponts depuis. Nous avons réussi à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo avec l'implication des communautés économiques régionales et des Nations Unies. Je pense que tout le monde a été rappelé à l'ordre et qu'aujourd'hui, ils sont astreints à respecter la loi internationale. Et c'est dans ce cadre que nous avons tous signé l'accord cadre que nous disons d'Addis Abeba. Je pense que depuis, avec notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, nous avons aujourd'hui des relations qui sont proches de la normale. Proches de la normale. Oui. Et vous trouvez que les engagements sont respectés? Bon, la République démocratique du Congo tient ses engagements. Mais pour les autres, justement, ce sont vos relations avec les autres. Je commence par dire que nous nous comportons de manière responsable face aux engagements souscrits et nous les respectons scrupuleusement. Nous en appelons à ce que les autres fassent de même. Je pense qu'il y a un net effort par rapport à la situation antérieure, mais il y a encore, je dirais, quelques préoccupations, particulièrement en ce qui concerne, je dirais, l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que sur ce terrain-là, il y a encore beaucoup à faire. Je dirais que nous ne sommes qu'au début du processus parce qu'on n'a pas constaté de fléchissement dans cette activité illégale et nous savons tous que les pays de transit sont les pays voisins de l'Est. On va en reparler un peu plus tard dans cette interview. Concernant l'aspect sécuritaire, les attaques par exemple de FDLR se poursuivent. On en entend parler encore. Des forces rebelles ougandaises également, enfin présumées ougandaises, attaquent, voire régulièrement d'ailleurs, la frontière et la République démocratique du Congo. Alors comment on peut développer des relations diplomatiques solides avec des pays qu'on accuse parfois de tenter de déstabiliser le vôtre? Vous savez, les relations internationales sont ici faites. Nous ne sommes pas devant une situation d'appui ouvert au mouvement insurrectionnel, au mouvement rebelle qui cause des problèmes à nos populations dans l'est du pays. Nous avons des situations que nous sommes en train de gérer en ce moment. Quand on parle des FDLR, il s'agit de rebelles rwandais qui avaient trouvé refuge chez nous à la faveur de la grande migration consécutive aux problèmes que ce pays avait connus et qui s'est installé dans l'est de notre pays. Nous avons pris en tant que République démocratique du Congo l'engagement de mettre fin à l'existence de ce groupe parce qu'il porte énormément préjudice aux populations congolaises, il participe à l'exploitation illicite de ressources congolaises et il est un point de friction avec la République du Rwanda. Nous sommes en train de travailler à cela. Nous avons fait d'énormes progrès dans la neutralisation de ce groupe. Il y a encore du travail à faire, mais je puis affirmer que les résultats obtenus à date sont plus que satisfaisants. Ne vous y êtes pas, la MONUSCO par exemple, vous a un peu tourné le dos? La MONUSCO, oui, c'est un secret de polichinelle que pour le moment, ces opérations sont conduites par les forces armées de la République démocratique du Congo seule, sans l'appui de la MONUSCO. Ce n'est pas du fait de la République démocratique du Congo. La MONUSCO a décidé de suspendre sa coopération
aux forces armées de la République démocratique du Congo pour des raisons qui lui sont propres. Nous avons respecté cette décision, mais nous estimons que les forces armées de la République démocratique du Congo ont la capacité de mener à bien ces opérations et les résultats que nous enregistrons sont là pour le prouver. À l'heure actuelle, Monsieur le ministre, vous êtes seul envers et contre tous? La sécurité d'un pays est de la responsabilité de ceux qui gouvernent le pays. C'est la responsabilité du peuple de ce pays. Nous avons le meilleur allié que nous puissions avoir, le peuple congolais. Il est derrière ses forces armées, il est derrière son chef de l'État, il est derrière son gouvernement, parce qu'il voit ce qui a été accompli au cours de 5, 6, 7 dernières années. Ils ont vu leur armée monter en puissance. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mis en déroute et qui ont neutralisé le M23, qui a jouissé de l'appui que vous connaissez. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de procéder à la neutralisation des FDLR et des ADF. Les résultats sont là. Je pense que les forces armées de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 3 ou 4 ans. Nous n'avons pas de problème. Ces groupes auxquels nous sommes en train d'essayer de neutraliser ne sont pas de fous de guerre et ils ne font pas peur. Nous savons que nous pouvons mettre fin à leur existence. Vous pensez? J'en suis convaincu. Plaquette suivante, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Pétrole, gaz, or, diamant. Ce sont quelques-unes des richesses de votre pays, on l'a évoqué un peu plus tôt. Alors justement, toutes ces richesses-là, on a parlé de commerce illicite, de richesses congolaises, de pierres précieuses notamment. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment pouvez-vous agir pour y mettre fin? Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est un processus, je dirais, de longue haleine. Vous savez, comme toute maladie, elle s'installe peut-être rapidement, elle se retire lentement. Je pense que le point de départ, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème. C'est fait. Ensuite, il faut mettre en place un cadre légal, un cadre réglementaire approprié. C'est fait pour certains de ces produits, c'est en cours pour d'autres. Il y a quelques années, notre administration était complètement par terre. À la suite des réformes qui ont été opérées au cours des 10 dernières années, nous avons de nouveau une administration qui fonctionne. Il faut des relations avec les États voisins qui permettent de convenir des instruments qui viennent en appui à la législation nationale et qui permettent de contenir la fraude. Nous y travaillons très activement au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il y a des instruments qui ont été négociés. Et une fois que ces instruments sont négociés et signés, il faut maintenant les mettre en œuvre. Alors, les discussions sont en cours entre les administrations douanières des différents pays et cela se fait avec le concours notamment du COMESA. Les mécanismes qui sont en train de se mettre en place progressivement vont certainement amener à une réduction progressive de l'exploitation illégale de ressources naturelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et bien entendu, s'il se trouve des acteurs étatiques dans la région qui continuent à prêter le flanc à ce genre de comportement, nous ferons actionner la loi internationale. Il faut cependant que la souveraineté de notre pays sur ces ressources soit reconnue. Il faut que cependant ceux qui veulent participer à la mise en valeur de ces ressources acceptent de se soumettre aux lois de la République démocratique du Congo. En dehors de ça, il n'est pas possible. Dans tous les cas de figure, vous savez, l'exploitation illégale, la contrebande, la violation de la loi, c'est aussi vieux que le monde. Mais c'est pour cela que, précisément, il y a des États, il y a des lois. À chacun de faire respecter ces lois en usant de tous les moyens disponibles. La République démocratique du Congo est déterminée à le faire. Et la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, qui a retrouvé, je dirais, les moyens de sa politique, y compris sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, saura se faire respecter. On a l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue et qu'on n'en sort pas de cette situation. Vous savez, c'est ce qu'on disait de la situation du Congo sur le plan économique. C'est ce qu'on disait de la situation du Congo sur le plan, je dirais, politique. Ce qu'on disait de la situation du Congo sur le plan sécuritaire. Parce qu'on parle parfois de malédiction de l'or noir, mais là, il n'y a pas que l'or noir. Il y a l'or noir, le diamant, l'or. Vous avez trop de richesses. Nous sommes déterminés à transformer tout cela en ce à quoi c'est destiné. C'est plutôt une bénédiction pour ce pays. Une bénédiction? Oui, je suis optimiste. Parce que je crois en mon pays. Je crois dans la solidité des institutions de mon pays. Je connais la vision du chef de l'État que nous avons, mais je connais aussi la détermination du peuple congolais. Quand il sait que ses intérêts sont menacés, il sait se mettre debout
et se faire respecter. Question joker, Monsieur le Ministre, pour clôturer enfin cette interview. Il y a quelque temps, vous m'aviez dit qu'il fallait que je vienne au Congo, que je fasse un état des lieux. Et je suis heureux que vous l'ayez fait. On se dit qu'effectivement, il y a des infrastructures qui sont construites, il y a des projets, des lois, on essaie de mettre en place un cadre juridique, légal, des institutions qui fonctionnent, mais que cela n'est pas suffisant, que le niveau de vie de la population n'est pas ce qu'il devrait être, que dans certains quartiers, l'accès à l'eau, à l'électricité est encore utopique, que l'accès à l'éducation n'est pas toujours garanti. On se dit aussi, avec toutes les richesses que le Congo a, comment peut-il être dans cette situation? Cette situation, c'est un lourd héritage que nous avons hérité de la gestion précédente. Il est vrai que ça fait quelques années que nous sommes à la manœuvre sous la direction du chef de l'État. Mais quand on connaît la profondeur du trou au fond duquel se trouvait la République démocratique du Congo, je pense qu'on relativise les choses. Il faut beaucoup pour non seulement remonter à la surface, mais commencer à sortir la tête de l'eau. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que quand nous regardons rétrospectivement où nous en étions, nous sommes fiers de là où nous sommes. Mais le chef de l'État est un être insatisfait de manière permanente, parce que la vision qu'il a pour le pays est telle qu'il ne s'arrêtera pas que quand effectivement tous les Congolais pourront se sentir bien chez eux, pourront accéder à ces services de base auxquels vous faites allusion. Vous savez, dans une ville comme Kinshasa, il y a quelques années, pour une ville de plus de 10 millions d'habitants, pour le transport, on dépendait des petits bus vieillots, fruits je dirais, de la générosité de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, on a non seulement une voirie en bon état, largement, on continue à travailler, mais aussi des bus comme on trouve dans les autres pays. Qui ont fait l'objet de polémiques aussi. Vous savez, la polémique... L'acquisition de ces bus. Écoutez, moi, je laisse chacun mettre de ce qu'il raconte, mais il faut savoir qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Moi, je constate qu'en termes de service à la population, il y a une nette amélioration sur ce terrain-là. Comment voulez-vous que les gens puissent aller au travail? Comment voulez-vous que les enfants puissent aller à l'école? Comment voulez-vous que les membres des familles puissent aller obtenir de soins dans un hôpital s'ils ne peuvent pas se déplacer du point A au point B? Mais comment expliquer donc l'impopularité du gouvernement qui est grandissante tout de même? Bon, attendons voir. Vous savez, l'impopularité, ça dépend comment ça se mesure. Il ne suffit pas de parler à quelques personnes au coin d'une rue pour en tirer la conclusion que le gouvernement est impopulaire. Je ne pense pas que le peuple congolais est aveugle. Si vous me dites qu'il le souhaite davantage, je dirais, je le sais, je le comprends. Merci à vous, Monsieur le Ministre Raymond Tshibanda, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt. On est en train de travailler effectivement sur les 3 pistes de solutions, que ce soit ici au niveau des Nations Unies, que ce soit aussi au niveau de la région, le continent africain. Est-ce qu'avez-vous obtenu de ces conférences qui ont eu lieu en 2 phases à Kampala? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelque part? Eh bien, c'était tôt de parler des résultats tangibles, mais je crois bien qu'on est sur la bonne voie. Il est prévu, n'est-ce pas, un sommet ici sur place à New York, sommet de la région des Grands Lacs, mais ajouter à cela le sommet, enfin, des pays membres de la SADC. L'objectif, atteindre, n'est-ce pas, une paix et une paix durable, parce que on est nous tous à la recherche de la paix, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement la paix pour quoi faire? Pour le développement, la quiétude, le développement de nos pays, principalement la République démocratique du Congo, mais par ricochet, le pays de la région aussi. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas